Bonjour Thomas, merci d'être présent aujourd'hui avec moi pour partager ton expérience. Alors Thomas, toi tu es donc ostéopathe à Rennes. Tu fais partie aussi du réseau Médoucine. Oui. Peux-tu te présenter et présenter ton parcours? Alors du coup, comme tu disais, je travaille à Rennes, je suis ostéopathe. J'ai monté mon cabinet en 2010, après avoir fait 1 an et demi de remplacement, à peu près à la sortie de l'école. J'ai travaillé comme encadrant clinique et assistant de cours dès ma sortie de l'école, parce que mon école m'avait demandé de rester. Depuis 3 ans maintenant, j'ai aussi une structure qui fait de la formation, qui organise des formations pluridisciplinaires, que ce soit de week-end ou sur l'année, comme notre formation thérapeute du sport, qui est une formation pluridisciplinaire. Et je m'occupe aussi beaucoup d'athlètes, notamment avec la structure My Athlete Management. Et je travaille auprès d'enfants, de bébés, plutôt plus précisément, auprès de la protection maternelle et infantile depuis bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans dans quelques mois. Ok, super intéressant. Et pourquoi tu t'es déjà dirigé vers l'ostéopathie? J'ai été patient d'ostéopathe et de chiropracteur quand j'étais plus jeune. Ensuite, c'est un choix qui s'est fait tranquillement parce que je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses. Et ce qui m'a initialement convaincu, c'est la pratique qui peut être vraiment très étendue. On peut se retrouver face à des patients qui sont tout petits comme des personnes plus âgées. Techniquement, on peut être amené à soigner et à travailler avec à peu près tout le monde, ce qui est intéressant. L'autonomie, le fait que ce soit nous qui soignons aussi, on ne va pas prescrire, on est vraiment dans l'acte de soin à proprement parler, et une certaine forme d'indépendance aussi que le travail libéral permet. Donc, Hmm, à mon avis, au départ, c'est ça qui m'a surtout attiré. Après, j'ai beaucoup d'autres avantages aujourd'hui, mais initialement, je pense que c'est ça. d'accord. Et combien tu as de rendez-vous en moyenne par semaine ou par mois? Alors, il y a une certaine variance par rapport à mes disponibilités aussi au cabinet. Comme j'ai d'autres activités, c'est comment ça va varier un petit peu d'une période à une autre aussi, parce que j'ai des moments où je vais être très chargé, je peux être un petit peu absent du cabinet. Donc, en une journée, ça va être entre 8 et une quinzaine de consultations. Euh, D'accord. si on est sur la journée. Après, sur des moyennes, je pense que je vais avoir l'équivalent de 5 jours pleins, 5 jours pleins en cabinet. Ça, c'est à peu près minimum. Donc voilà, après, je vais pouvoir travailler moi sur environ 6 jours sur mon cabinet, mais je vais prendre des créneaux, Hmm. etc., ce qui vont réduire un peu mon volume de consultation. Et comment tu t'es fait connaître? Comment tu arrives, tu sais d'où viennent ces consultations? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de bouche à oreille, bien sûr, qui a eu le temps aussi de fonctionner, parce que j'ai ouvert mon cabinet en 2010, en janvier 2010. Donc, du coup, ça met un petit peu de temps. Ma présence sur Internet, avec un site Internet, a été quelque chose d'important au départ, je pense. Aujourd'hui, Medoucine m'apporte aussi quelques patients, même si ça reste minoritaire dans ma pratique actuellement. Voilà, donc, je dirais très majoritairement le bouche à oreille. Mais après, c'est le temps qui a fait ça. La présence Internet me semble indispensable aujourd'hui. Quelqu'un qui se lance, qui n'a pas de présence sur Internet, je pense qu'il ne peut pas s'en sortir. Déjà, en 2010, quand je me suis lancé, c'était non négligeable l'apport d'une image sur Internet. Aujourd'hui, ça me semble, de ce que j'en observe, je pense que c'est indispensable. Hmm. Et tu me disais que donc, du coup, tu faisais plein de choses. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste donc, cette structure pluridisciplinaire et ces formations? Alors, du coup, notre société, elle va faire de la formation et du coaching global d'athlètes, donc tout ce qui va être prévention, santé, performance, etc. Donc, pour ce qui est de la partie formation, on organise des formations post-graduées classiques sur des week-ends ou ce qu'on appelle des midweeks, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, des fois autour du week-end. Les formations sont assez souvent
chez nous, parce que si on a certaines formations comme le développement morphostatique de l'enfant, par exemple, ça va intéresser différentes professions. Des formations d'usage de techniques de strap, de tape, de choses comme ça peut aussi intéresser différentes professions. Donc, quand on peut le faire, on les maintient pluridisciplinaires. Une de nos grosses formations, c'est la formation thérapeute du sport, qui a été montée tout d'abord sous la forme d'un diplôme universitaire, monté en partenariat avec la fac, qui est une formation pluridisciplinaire où on accueille médecins, kinés, podo, ostéo, entraîneurs, majoritairement, et où on va leur apporter des notions fondamentales et aussi beaucoup de savoir-faire de travail en équipe, et le tout agrémenté de nombreux stages. Et voilà, en gros, pour en résumer court de cette formation, comment elle fonctionne. Après, on a toute la partie qui va être liée à la coordination santé et management d'athlètes, où là, on fait de la prise en charge d'athlètes qui est systématiquement pluridisciplinaire. Bien évidemment, moi et mes collaborateurs au sein de My Athlete Management, on reçoit des sportifs dans nos cabinets dans le cadre de nos fonctions d'ostéopathe, de kiné, de podologue, en fonction de qui reçoit le patient. Mais dès qu'il y a un besoin un petit peu plus important, on se focalise sur une approche pluridisciplinaire avec des regards croisés, avec des bilans communs, avec des stratégies mises en place en commun pour à la fois soigner quand c'est le principal objectif et optimiser la performance, accompagner le sportif et l'aider à aller de plus en plus loin dans son activité quand on est sur des choses un petit peu plus sur du suivi à plus long terme. Et ça a été compliqué de trouver justement des médecins, des partenaires, des collaborateurs? Alors, je dirais non, parce que, encore une fois, on a eu le temps. C'est-à-dire que j'ai monté en 2009 une association qui s'appelait Ostéopathie Sport Organisation, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et on travaillait sur beaucoup d'événements sportifs. J'ai fait 9 ans le marathon de Paris, beaucoup d'ultra-trail, les 24 heures du Mans, plein de différents championnats du monde, etc., qu'on a pu suivre sur le terrain. Ça a permis de rencontrer beaucoup de gens, ça a permis d'échanger avec beaucoup de professionnels. C'est ça un petit peu qui nous a donné envie aussi de favoriser le travail pluridisciplinaire, parce qu'on s'est rendu compte que quand on travaillait ensemble dans un but commun, eh ben, on avait des bien meilleurs résultats, on allait beaucoup plus loin dans ce qu'on pouvait faire. Donc du coup, ça s'est fait assez facilement, mais avec le temps. Donc voilà. Après, vraiment, l'expérience que moi j'ai du pluridisciplinaire, et donc du coup aussi c'est ça qui fait de pouvoir aller vers les autres. Il y a parfois un vrai problème étymologique, de langage, de façon de procéder, etc., qui nous amène à vivre des oppositions ou à pas se comprendre, tout simplement parce qu'on parle pas la même langue, parce qu'on se fixe sur ça au lieu d'essayer de s'adapter et puis d'être vraiment dans un but d'échange, et ne pas oublier que notre principal focus, c'est notre patient et c'est qu'il est mieux. Ce n'est pas forcément notre orgueil personnel. D'accord. Et justement, quand tu es avec un patient et que tu as un cas difficile, tu as du mal à gérer, qu'est-ce que tu fais? On va dire, dans un premier temps, je pense qu'il faut temporiser un petit peu, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se laisser manger, quelle que soit la raison de notre malaise avec le patient. Je pense qu'il ne faut surtout pas essayer de surjouer ou de renforcer dans les éléments. Donc, il faut se calmer. Après, en fonction justement de quel patient et de la difficulté qu'a le patient, on va pouvoir s'orienter éventuellement vers tout simplement, j'ai envie de dire, sur son médecin traitant qui le connaît, qui a un dossier, qui a un regard et des compétences qu'on n'a pas forcément. Après, en fonction, ça peut être un ami, un collègue, ça peut être un autre professionnel qui travaille avec ce patient si ce cadre est intéressant. Après, les difficultés qu'on peut avoir avec les patients, à la fois elles sont vastes, mais on en a quand même un minimum l'habitude. Et je dirais que la première chose, c'est déjà de clairement identifier quelle est la difficulté qu'on a avec notre patient. Je peux le voir, en tout cas aussi des échanges que j'ai qui viennent vers moi, donc d'anciens étudiants, des stagiaires ou d'autres collègues quand on discute. Parfois, en fait, on sait qu'on a un problème, mais on ne sait déjà pas vraiment quel problème on a. Et tant qu'on n'a pas vraiment compris quel problème on a, c'est forcément très difficile de le régler. Donc, bien sûr. Dans un premier temps, il faut se calmer, il faut identifier clairement ce qu'il y a. Puis après, il faut voir en fonction des moyens. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir de peur parce que j'entends souvent des gens ils disent on ne peut pas faire comme ci, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas prendre son téléphone et appeler. En même temps, on risque pas grand-chose à tenter. Donc, des fois, il faut tout simplement tenter de le faire et pas rester sur des anciens dogmes parce que
la communication interprofessionnelle, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple aussi en termes d'outils, parce que est-ce qu'il faut aujourd'hui, est-ce qu'on envoie un mail, est-ce qu'on envoie un courrier, est-ce qu'on passe un coup de fil, sachant que les secrétariats sont de plus en plus distants, on est dans un bouleversement de la communication, mais au niveau professionnel, on peut être un petit peu perdu. Par exemple, je sais que je peux être amené à communiquer par téléphone, par mail, par courrier, par SMS ou équivalent dans certains cas. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est acté dessus. Donc, c'est aussi des moyens où il faut savoir utiliser ce qu'il y a et puis après, il faut le tenter, je dirais, de prime abord. Et puis, il ne faut pas oublier que la chose la plus importante, c'est encore une fois notre patience, c'est le préserver, c'est de ne pas prendre de risques. Donc, s'il y a des choses qui sont compliquées, il faut avant tout temporiser et demander des avis pour ne pas faire de bêtises ou d'accompagner le patient à quelque chose qui n'est pas pertinent. Bien sûr. Et dans ton activité d'ostéopathe, quels sont tes plus gros challenges au quotidien? Je dirais que ça reste la prise en charge de l'enfant, du nourrisson surtout, parce que c'est pas l'enfant qui verbalise sa problématique, c'est un professionnel ou le parent qui constate une difficulté. Cette difficulté peut avoir un retentissement sur son développement, sur son confort de vie, sur des choses comme ça. Et puis forcément, il y a plus un instinct de protection avec un enfant qu'avec un adulte. C'est pas vraiment le même enjeu. Après, il y a certains athlètes aussi avec lesquels on travaille qui se mettent en grosses difficultés sportives, qui prennent des risques. C'est aussi un gros enjeu parce qu'il faut être au summum de nos compétences parfois pour que ce soit le plus pertinent possible et le plus adapté à sa performance. Ok. Et en tant que chef d'entreprise, y a-t-il des choses, est-ce que tu te sens épanoui dans ton activité aujourd'hui? Moi, je me sens pleinement épanoui dans mon activité. Il y a un certain nombre de jours où je fais bien autre chose que d'aller travailler, mais en tout cas, quand j'y suis et quand je rentre chez moi, je suis tout le temps content. Je vois pas forcément mes journées passer, donc c'est quelque chose. Donc pour moi, enfin voilà, ça se passe tout le temps bien. Après, on aimerait toujours qu'il y ait des choses qui soient un petit peu mieux, qu'il y ait des choses qui soient un petit peu plus souples, il y a parfois des choses qui énervent, mais dans l'ensemble, je suis vraiment très, 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 très heureux, très, très satisfait de ce que je fais, comment ça fonctionne, etc. Ça me convient. Et tu encouragerais un praticien à faire plusieurs activités comme toi ou d'être plus aligné sur une voie? Je pense que c'est une question aussi de personnalité, c'est une question d'environnement, il y a le cadre familial aussi qui peut jouer. Donc, s'il a envie de le faire, en tout cas, moi j'incite toujours les gens à tenter les choses, parce que si on a une attirance, il faut voir à quoi ça ressemble. Il y a je le vois d'ailleurs dans les gens avec qui je collabore. Il y a des gens avec qui je suis amené à collaborer très régulièrement. Mon associé, je l'ai plusieurs fois par jour au téléphone. Et on a des amplitudes de travail qui sont importantes. Et il nous arrive de travailler avec certains une fois ponctuellement, deux fois ponctuellement sur certains patients. Donc, je pense qu'il y a aussi des gradients, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps à fond et tout le temps sur plein de choses. On peut tout simplement participer ponctuellement à accompagner des sportifs ici ou là, travailler avec une association, essayer un petit peu, je pense. Mais vraiment, c'est la motivation, l'envie qui doit être le premier guide. On a déjà plein de contraintes, on ne va pas se forcer. Et puis après, il n'y a pas de… Comme je le dis assez souvent, c'est des activités qui me coûtent certainement plus qu'elles me rapportent. Donc, comme elles me font plaisir et que je suis heureux de les faire, c'est pas grave. Mais maintenant, ce n'est pas un but en soi non plus. Je pense que quelqu'un qui est dans son cabinet et qui y reste, s'il est épanoui comme ça, c'est très bien aussi. Ok. Et dans ton activité, quels sont les outils pour toi qui sont primordiaux? Je veux dire, même pour gérer ta comptabilité, quels outils utilises-tu? Moi, je pense que mon premier outil, c'est ma main. Mais après, j'ai mon Google Agenda est très important parce que il va me permettre de gérer mes rendez-vous, de gérer mon planning globalement, etc. Donc ça, c'est important. Après les mains, je pense que ce sera mon Google Agenda.
On téléphone, bien évidemment. Demain, je pense aussi que des plateformes comme Medicine, la prise de rendez-vous en ligne, ce sera très certainement, c'est certainement l'outil de demain pour la prise de rendez-vous, la gestion globale. Donc, ça fait partie des outils qui me semblent majoritaires en fait. Au final, pouvoir être joignable, avoir et gérer ça, c'est le plus important après mes mains et puis un petit peu ma tête aussi pour trouver ce que je fais. Ok, top. Et ok, bah écoute, est-ce que tu aurais toi un dernier conseil à donner à un praticien qui se lance, qui est débutant et qui rentre dans la vie active, ou un praticien qui est déjà bien implanté Pour ceux qui se lancent, je pense qu'il faut bien réfléchir de base à sa stratégie, à où est-ce qu'on installe son cabinet, comment on va se positionner, si c'est facile d'accès, le bassin de population autour, l'environnement. Et après, le reste, c'est vraiment de la motivation et de l'envie. Pour moi, c'est ça le plus important. Il vaut mieux avoir moins de patients et être plus épanoui, plus à même de les soigner correctement et d'être comme eux. Et même si on n'a pas beaucoup de patients, il faut pas c'est pas le problème du patient quand il est avec nous. Que ce soit notre 20e patient de la journée ou notre seul patient de la semaine, c'est pas son problème et du coup, ça ne doit pas retentir sur la sur consultation. le patient? C'est pas simple, ce qui est, je pense, pas simple du tout. Mais voilà, après, tenter ce qu'on a envie de tenter, oser parler. Il y a, bon, il y a des professionnels qu'on découvre, on ne savait pas qu'ils existaient. Il y en a d'autres qui vont nous envoyer un mail avant. Des fois, ça permet d'avoir des conseils, des choses comme ça. On envoie s'installer à des endroits où il faut vraiment, ça paraît pas très pertinent, ils disent rien à personne et puis ils disparaissent un peu comme ils sont venus. Peut-être que s'ils avaient discuté un petit peu autour, ils auraient peut-être pu avoir des informations qui les évitent de se planter, on va dire, de manière évidente. Oui, faire l'effort d'aller se présenter autour de soi et Ouais, c'est un important. réseau. Même si c'est vrai que souvent on a des retours comme quoi, et puis moi, pour de souvenirs, hein, c'était il y a encore pas si longtemps que ça, c'est vrai que quand on va se présenter, il y a beaucoup de gens qui ne vous relancent pas parce que nous, on est dans nos cabinets et qu'on n'y pense pas forcément. Alors, moi, j'essaye systématiquement de renvoyer un mail ou au moins un petit message. Mais c'est vrai qu'il faut quand même que, déjà, je pense que des fois, je le zappe. Et puis, à la limite, c'est pas grave. Si on en envoie 10 lettres et qu'il y en a qu'un qui répond, au moins, cette Bien lettre sûr. est intéressante. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas oublier que le monde ne nous attend pas non plus. Hein, donc, pas de mettre sa plaque et que tout de suite, les gens vont Ça arriver. va tomber du ciel, oui. Et moi, j'ai des locataires dans mon cabinet, j'ai d'autres professions qui travaillent, et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont venus et qui se sont arrêtés assez vite, et où, pour le coup, ils ont essayé, mais sans vraiment essayer. Il faut se rendre compte que voilà, ça va pas partir tout de suite à fond, quelles que soient nos professions. Je pense il y en a quelques-unes qui sont vraiment en pénurie, donc ça peut être un peu différent. Mais la plupart du temps, il faut se laisser du temps. Et mettre en place des actions. Voilà, il faut mettre en place des actions. Et puis après, c'est une inertie qui se maintient. C'est ça l'avantage. C'est que c'est pas, si on parle de business pur, c'est pas quelque chose qu'on est forcément obligé de manager je pense que pendant des années, au bout d'un moment, voilà, ça tourne parce qu'il y a l'inertie qui se fait du bouche à oreille. Et plus on voit de patients, plus on a de patients qui peuvent parler de nous, plus on a de patients qui peuvent parler de nous, plus on va avoir de patients. Donc, mais par contre, c'est vrai que le départ, surtout dans des professions comme la mienne, où les gens ne les voient pas souvent, ça met du temps à être vraiment rempli et à pouvoir en vivre correctement. C'est pas simple. Donc là, il faut du courage quand on se lance. De la motivation et de la persévérance. Merci beaucoup en tout cas Thomas pour ton partage de l'expérience. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter? Tu veux que je transmette un petit mot à l'équipe? Enfin, moi, y a pas de... Pour moi, ça me va. En tout cas, je n'ai rien d'autre à rajouter. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt. Salut. Salut.